Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha, quick going. Last play of the game, who's gonna win it? Luck rolling out to the right, dumps it up to Donnie Avery, goal line, touchdown, 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 touchdown! Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission du podcast Touchdown Actu consacrée bien entendu à l'actualité et au débrief de la draft 2021 qui vient désormais de fermer ses portes, qui a réalisé les meilleures affaires, quelles franchises nous ont globalement déçus, les questions qu'on va se poser au cours de cette émission avec notamment Alexandre Locke. Salut Alex. Salut Greg, salut Jean-Mi, bonjour à tous. Et bien entendu il est là, alors il n'a pas mis de cravate aujourd'hui mais... c'est toujours un plaisir tout de même de l'avoir avec nous, Jean-Michel Boujard, et donc de notre. Salut Jean-Mi. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Cette émission qui vous est présentée donc par Wilson, le fournisseur des ballons officiels de la NFL. C'est avec Wilson qu'ont été lancés tous les touchdowns dans la Grande Ligue, une gamme de ballons que vous retrouvez notamment sur decathlon.fr. Messieurs, donc on plante le décor, on rappelle comme chaque année ce débrief de la draft NFL qui va nous inciter donc à développer au niveau des notes, des appréciations un petit peu de comment on a jugé la draft des uns et des autres en fonction des besoins, des choix tout simplement qui ont été faits, des directions qui ont été prises. On va donc partir sur félicitations, la meilleure note, que je ne me trompe pas, derrière on avait compliment, encouragement, passable ou redoublement. Voilà, donc on verra votre avis là-dessus. J'ai eu quelques petits spoilers de la part de Victor Roulier. Je ne connais pas présentement vos notes. Donc voilà, j'aurai à peu près une idée précise tout à l'heure de comment vous avez jugé les classes des uns et des autres. On commence dès à présent donc avec la NFC Sud et le numéro 1 de la draft. Hey, what's up? This is Nate Burleson, 11-year NFL vet, all over the place in TV right now, and you are listening to the Touchdown Podcast. J'ai dit quoi? J'ai dit NFC Sud? Ouais. La cagade pour commencer. Les NFC Sud, en effet. Les Jacksonville Jaguars, donc, avaient le premier choix de la draft pour cette saison de reconstruction de l'ère Urban Meyer. Je vais vous retrouver les choix tout de suite, donc, lors de cette QV où on avait 9 choix donc, à disposition des Jacksonville Jaguars. Ça a donc commencé par Trevor Lawrence, quarterback de Clemson au premier tour. Autre joueur de Clemson au premier tour, Travis Etienne, running back. Au deuxième tour, on avait Tyson Campbell, cornerback de Georgia, et Walker Little, tackle de Stanford. Au troisième tour, André Cisco, safety de Syracuse. Quatrième tour, Jay Tufele, defensive tackle de USC, et Jordan Smith, edge rusher de UAB. Au cinquième tour, Luke Farrell, tight end d'Ohio State. Et au sixième tour, Jalen Camp, receveur de Georgia Tech. Jean-Michel, je suis obligé de me tourner vers toi pour commencer, toi qui suis Jacksonville avec attention. On avait pu être un petit peu étonné par certains choix de début de draft, par exemple Travis Etienne ou Tyson Campbell par exemple. Comment tu juges malgré tout cette draft globale des Jacksonville pour le début de l'ère Meyer-Trent Baalke? Globalement, je la juge plutôt bien en fait, c'est vrai. Alors c'est vrai que certains choix nous ont un petit peu surpris, comme prendre un coureur au premier tour. Mais bon, je rappelle quand même que Travis Etienne, c'est pas juste un coureur, c'est un coureur très spécial. C'est vraiment un joueur qui a la capacité de vite entrer dans le top 10 de la NFL. Ensuite, oui, comme tu dis, au début du deuxième tour, Tyson Campbell, ça nous a un petit peu interrogé puisque les Jaguars ont tout de même fait venir Shaquille Griffin, puisqu'ils ont aussi drafté C.J. Anderson l'année dernière. Donc on se demandait pourquoi un quarterback et non pas un autre joueur, par exemple Christian Barmore à l'intérieur ou Trevon Moehrig en safety. Et puis finalement, le troisième tour, ils sont allés en safety avec Cisco. Donc globalement, quand je vois la draft qu'ils font en défense, elle me paraît plutôt cohérente, plutôt intelligente. Surtout qu'ils ont ajouté aussi de la profondeur un peu plus tard, avec Jay Tufele justement à l'intérieur, avec aussi Jordan Smith, qui est un joli projet en développement, quelqu'un qui a beaucoup de potentiel, qui en plus n'aura pas la pression d'être performant tout de suite, parce qu'il n'en a pas la capacité. Mais il y a déjà Josh Allen, il y a déjà Calvin Chason.
Et puis il fallait aussi adresser le poste de tackle, donc c'est sûr que Walker Little, c'est son historique de blessure qui fait un petit peu de douter, mais au niveau du joueur, c'est un très bon joueur. Donc l'un dans l'autre, moi je trouve que c'est une très bonne draft, et moi je partirais sur des compliments. Très bien. Alex, justement, alors si je te pose plutôt la question des choix, on a vu qu'il y avait pas mal de postes qui étaient considérés sur les nombreux choix. Peut-être hormis Trevor Lawrence pour pas tricher, est-ce qu'il y a un joueur qui t'intrigue plus qu'un autre concernant son adaptation justement à Jacksonville ? Écoute, j'ai trouvé leur draft intéressante, mais un petit peu surprenante. Moi, je retiens la bonne pioche Jay Tufele début de 4e tour, qui est un joueur que j'aime beaucoup. Ils avaient un vrai besoin sur le poste. Je pense qu'il peut très rapidement être titulaire, à mon avis. J'étais un petit peu plus circonspect sur la sélection de Campbell aussi haut, dans la mesure où en plus ils avaient signé Griffin pendant la free agency. J'aurais préféré certainement un safety, mais grosso modo, c'est très cohérent, comme l'a dit Jean-Michel. Donc moi aussi, je suis parti sur compliment. Très bien. Je crois que c'est globalement unanime. Victor également partait là-dessus. Ça me paraît compliqué de partir sur autre chose également. Il y a quand même une densité de choix et des choix assez cohérents, à l'image notamment du premier choix de draft, en l'occurrence, dont on en attendra beaucoup, mais qui, a priori, quand même, paraît assez bien entouré. Il y a peut-être, Jean-Michel, la question du tight end éventuellement qui n'a pas été considérée. Alors, d'un côté, oui, puisqu'il y a Luke Farrell, en plus que connaît bien Urban Meyer, mais voilà, il n'y a pas forcément de top star éventuellement pour bouleverser la hiérarchie si vraiment les Jacks veulent partir sur un tight end utilisé massivement en attaque, quoi. C'est vrai qu'on s'entendait plutôt à une sélection du style Brevin Jordan, parce qu'on pense toujours jeune quarterback, parce que même s'il est très fort, Trevor Lawrence, il sera qu'un rookie à NFL, donc il faut l'aider. Donc on s'était dit, voilà, style Brevin Jordan, très bon en réception, mais finalement, ouais, ils prennent Luke Farrell, qui est un bon joueur, qui a joué de gros matchs avec Ohio State, notamment des playoffs universitaires. Il sait faire un petit peu de tout, il sait réceptionner les ballons, il sait surtout aussi très bien bloquer. Et puis il compte sans doute aussi sur Tyler Eifert, il compte qu'il reste en bonne santé, c'est un bon joueur en réception au poste de tight end, donc je trouve que c'est un bon complément. Et puis j'aime bien aussi la dernière sélection, celle de Jalen Camp, on en avait parlé dans un de nos petits podcasts Pastille Draft, parce que c'est un receveur qui apportera pas forcément beaucoup au niveau du poste de receveur, ou qui est déjà bien fourni, mais par contre c'est un joueur très très athlétique, et donc en termes de bloqueur justement, pour des phases de passe ou même de course, et puis en termes d'équipe spéciale, c'est également un bon ajout. Donc l'un dans l'autre, même Luke Farrell et Jalen Camp, je trouve qu'ils apportent, c'est des choix très solides. Très bien. En tout cas, compliment donc pour l'ensemble de la rédaction concernant les Jacksonville Jaguars. On passe aux Tennessee Titans à présent, qui ont drafté donc au premier tour Caleb Farley, cornerback de Virginia Tech. Au deuxième tour, Dylan Radon, tackle de North Dakota State. Monty Rice, linebacker de Georgia. Et Elijah Molden, cornerback de Washington, les deux au troisième tour. Ensuite, au quatrième tour, on avait Dace Fitzpatrick, receveur de Louisville, et Rashad Weaver, edge rusher de Pittsburgh. Et puis au sixième tour, Racey McMath d'LSU et Brady Breeze, receveur de Racey McMath, et safety Brady Breeze d'Oregon. Donc tout ça au sixième tour. Alex, je me tourne vers toi. 5 choix défensifs sur 8. On a donc l'air d'être rassuré par l'attaque du côté de Tennessee. Est-ce que c'est également ton cas ? Moyennement. Même si A.J. Brown est certainement un très bon receveur et peut continuer à se développer et à mener cette attaque, le départ de Corey Davis laisse quand même un trou, et c'est vrai que je ne suis pas forcément rassuré par Fitzpatrick et McMath, que je n'avais pas comme top receveur dans cette cuvée. Les Titans, ils font aussi partie de ces équipes qui ont fait un petit peu une razzia sur les defensive backs. Bon, à juste raison, parce qu'ils avaient quand même perdu quelques joueurs. Mais je sais pas, je suis un petit peu circonspect. Le choix de Rice en linebacker, alors que c'est certainement leur position la plus fiable de leur défense avec leur attelage Evans et son nom m'échappe. Brown. Voilà, Brown. Je sais pas, c'est vrai que j'aurais certainement vu au moins à la place de Rice un receveur. Au troisième tour, il y avait encore pas mal de matos disponibles. C'est surprenant, mais bon, a priori, Derrick Henry et Brown, ça leur suffit. Ouais, tout à fait. Alors, on précise au passage que la 5e année de Rashaan Evans n'a pas été levée. Alors, ça hypothèque pas, a priori, un contrat longue durée de ce qu'on a cru comprendre des insiders. Mais en tout cas, c'est quand même un choix assez étonnant quand tu peux éventuellement te permettre de garder un joueur avec un contrat, on va dire, friendly
pour une année de plus, vu l'impact qu'avait quand même Rashad Evans sur le deuxième rideau. Donc en tout cas, la concordance des deux reste quand même encore un peu troublante. Jean-Mi, est-ce que tu es plus rassuré sur cette classe de receveurs? On avait une classe profonde. Est-ce que Fitzpatrick et McMath, ça apporte vraiment une profondeur crédible sur le poste à tes yeux? McCraft, je suis un petit peu sceptique. Après, c'est un bon joueur, il va contribuer, mais je pense surtout en équipe spéciale. Par contre, c'est vrai que Des Fitzpatrick, on l'avait vu avec Louisville, c'était un très bon joueur, avec de la taille, avec de bonnes mains. Et il m'avait surpris lors de son Pro Day en courant beaucoup plus rapidement que ce que je pensais. Donc du coup, je l'attendais qu'il soit drafté relativement haut. Après, je rejoins tout à fait Alex. C'est vrai que j'attendais la sélection de receveurs plus tôt, et notamment au 3e tour, parce que les 2 premiers choix sont très très cohérents, et je pensais vraiment qu'au 3e tour, ils allaient sur un receveur. J'étais donc, comme lui, très surpris de voir Monty Rice, en plus, une position inside linebacker. Et puis, comme tu viens de le préciser, et d'ailleurs j'en profite, c'est aussi un lecteur du site qui m'a rappelé ça ce matin, en me disant que Rashaan Evans joue sur sa dernière année de contrat, et donc oui, comme tu l'as dit, sa 5e année de contrat rookie premier tour n'a pas été levé. Donc a priori, c'est un joueur qui est déjà très bon, on l'a vu avec Georgia, qui viendra apporter de la rotation et sans doute un remplacement pour 2022. Donc du coup, c'est quand même cohérent. Après, est-ce que Des Fitzpatrick c'est suffisant? Je sais pas, ça manque un petit peu quand même au niveau des cibles. Mais c'est quand même une équipe qui court beaucoup. Et puis globalement, leur draft qui est plutôt défensif, il faut quand même rappeler qu'en 2021, ils avaient la 28e défense en yards encaissés par match. Donc du coup, c'est quand même pas étonnant qu'ils soient allés majoritairement en défense. Oui, c'est sûr que voilà, c'est... Moi, je regarde un petit peu l'attaque parce qu'il y a ce poste-là. Et moi, j'avoue, ce qui me dérange le plus, encore une fois, c'est ce côté où t'as pas de vrai slot receiver, ou en tout cas une alternance que je trouve vraiment importante dans le côté receveur rapide. Ils avaient la possibilité de l'avoir. Racey McMath, on a vu quand même qu'il avait fait un senior bowl, ou en tout cas des entraînements un peu... on se disait que ça pouvait paraître assez quelconque. Alors après, je ne nie pas éventuellement son intérêt sur équipe spéciale, voire le fait que le staff de Tennessee pourrait le bonifier. Mais oui, par contre, là-dessus, c'est sûr qu'on ne peut pas critiquer le fait que défensivement, il y avait des besoins. Peut-être plus sur le front seven que sur le backfield, à mon sens, mais en tout cas... on peut pas les critiquer sur le fait qu'il y avait un secteur à améliorer, et ça a été fait en l'occurrence. Votre avis du coup sur cette draft, sur quelle notation on part pour Tennessee? Moi je partirais. Vas-y. Merci mon gars. Moi je suis parti sur compliment quand même. Parce que Caleb Farley, c'est un choix très très solide. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé de ses blessures, mais bon, a priori, il a juste fait rectifier une hernie, c'est pas très grave, quoi. Dylan Randus, c'est un tackle très athlétique qui me plaît beaucoup. Et Elijah Molden, on adore tous ce joueur. Rashard Weaver, bon, faudra voir au niveau des soucis hors terrain qui semblent pointer en ce moment, mais sinon, c'est un très bon joueur aussi. Donc, globalement, moi, je pars sur des compliments. Même si, effectivement, ce petit truc de pas avoir pris un receveur vraiment de très gros calibre, ça peut pas aller sur félicitations, quoi. Alex? Moi je suis parti sur passable seulement parce que justement cette absence de receveur, ça me pose vraiment problème, et vous en aviez parlé dans un podcast avec Alain et Raph, cette ligne défensive également. Donc ils ont considéré la défense mais pas la ligne défensive, et je trouve que Justin Simmons est un petit peu seul. Alors il est très très bon, il n'y a pas de souci, mais là ça va être un petit peu... je pense que... j'attendais vraiment un renfort pour justement lui permettre de s'exprimer, et là je le vois pas. Donc... pour moi, ça reste passable. Malgré, effectivement, c'est vrai que Farley, Radon, Molden, c'est des bons choix, mais voilà, il y a trop de manques. Ouais, alors j'avoue, si je peux me permettre de couper la poire en deux, je vais partir peut-être sur encouragement, ce qu'avait mis en l'occurrence Victor, je ne trahis pas un secret, alors j'ai pas son développement. Moi, j'avoue que c'est ça qui me laisse un peu sur ma faim avec Tennessee, c'est que j'ai la sensation qu'il y a vraiment des positions qui vont ou rester ou devenir assez fortes au sein de l'équipe, et d'autres où va peut-être y avoir un petit défaut de profondeur, ou même, comme le disait Alex à l'instant, sur le poste de nose tackle par exemple, qui vont peut-être poser question. Et c'est peut-être là où, s'il y a des blessures par exemple, ce qui arrive quand même assez souvent en NFL, on peut être un peu plus en difficulté. Donc voilà, c'est là où en l'occurrence je serai un peu plus mitigé sur la draft des Titans, mais du coup voilà, je partirai un peu sur encouragement. Ça vous va, messieurs? Oui, c'est vrai, ouais. Bon, écoutez, on va pouvoir partir sur les Indianapolis Colts à présent. Bien sûr, j'ai pas préparé, je suis pas revenu sur ma bonne page. Les Colts, là voilà leur draft. On a donc au premier tour Kwity Paye, edge rusher de Michigan. Au deuxième tour, Dayo Deyigbo, edge rusher de Vanderbilt. Au quatrième tour, Kylen Grantham, tight end d'SMU. On a Sean Davis, safety de Florida au cinquième tour. Sam Ehlinger, quarterback de Texas au sixième. Et au septième tour, on a également Mike Strachan, receveur de Charleston. Et Will Fries,
tackle de Penn State. Alex, sélection intéressante des Colts, pas de left tackle par contre récupéré malgré les besoins. Est-ce que ça incite à revoir un peu la note d'Indianapolis selon toi ? Ah, clairement. Pour moi, ça, c'est vraiment une absence incompréhensible. Je me demande qui c'est qui va jouer left tackle en septembre. Surtout avec Wentz comme quarterback désormais. On sait qu'il a besoin de protection. Ces 2 dernières saisons, il a quand même mangé le gazon pas mal de fois à Philadelphie. Pour qu'il s'exprime, il faut qu'il soit bien protégé. Alors, Nelson, Smith, tout ça, c'est des très très bons joueurs. Mais s'il n'y a personne à gauche, ça risque d'être compliqué. Donc, même la sélection de Kutipai, c'est excellent. En plus, il manquait vraiment sur la position. Mais vraiment, comme tu dis, cette absence de tackle me pose un souci pour bien les noter. Jean-Mi ? Oui, pareil, exactement, vraiment très surpris. Et alors autant au premier tour, effectivement, Kutipai, déjà c'est un super joueur, et puis j'ai vu que Chris Ballard n'en revenait pas, que Kutipai soit encore disponible, donc du coup il s'est jeté dessus parce qu'il aimait beaucoup ce joueur, et tout son staff l'aimait beaucoup aussi. Mais alors revenir sur un defensive end au 2e tour, alors qu'il y avait encore des tackles offensifs disponibles, vraiment j'ai pas compris. Alors certes, on pourra toujours dire qu'ils ont un plan B, qu'il reste encore des agents libres disponibles, peut-être Villanueva, peut-être Fisher, peut-être quelqu'un d'autre, mais quand même ça pose question. Je veux dire, ils font venir un quarterback à Carson Wentz et puis ils perdent leur left tackle titulaire et ils le remplacent pas. Alors je sais qu'il y a des rumeurs, Quentin Nelson en left tackle, mais moi ça m'étonnerait un petit peu et bon, ils en ont pris aucun, vraiment, je suis sceptique là-dessus. Il en reste encore sur le marché, voilà, c'est vrai qu'on présage un peu, après l'objectif c'est de juger la draft, ça veut pas dire forcément qu'il n'y aura pas de décision derrière, mais c'est vrai que de par ce que tu dis et de ce que soulignait Alex juste avant, c'est vrai qu'au vu du nombre de sélections qu'il y avait du côté d'Indianapolis, c'est vrai que même un Granson par exemple au 4e tour, entre guillemets c'est presque un luxe par rapport aux besoins de tackle que tu as, même si voilà, il y a un profil assez complet de la part du joueur des Mustangs, donc ça reste à voir, mais ça peut interroger par rapport à ça. Votre avis, messieurs? Je vais commencer par Jean-Michel. Sam Ehlinger, je l'avais comparé à l'époque à Colt McCoy, qui a jamais vraiment été très très haut dans les hiérarchies une fois le bust assumé à Cleveland, hein, parce qu'il ça devait être un 3e tour à l'époque. Ça vaut quoi Sam Ehlinger selon toi? Est-ce que ça peut déjà se tirer la bourre avec Jacob Eason pour le poste de backup par exemple? Bah, ça m'a vraiment surpris, parce qu'autant c'est un joueur, c'est un leader, hein, on l'a vu avec Texas, c'est un vrai leader, mais c'est un joueur qui court mieux que ce qu'il lance, et puis comme tu dis, il y avait déjà Jacob Eason, donc j'ai pas compris pourquoi prendre un backup quarterback, pourquoi prendre encore un jeune, qui en plus a un profil totalement différent. Alors est-ce que c'est pour faire des packages, un petit peu comme font les Saints avec Tyson Hill, je sais pas, pourquoi pas, mais pour l'instant vraiment je comprends pas du tout cette sélection. Très bien. Alex, t'as un avis là-dessus? Non, je rejoins Jean-Mi, c'est vrai. Peut-être que Ehlinger va être le Tyson Hill 2.0, ça peut être une solution, mais c'est vrai qu'avec Eason comme doublure, je vois pas tellement l'intérêt. Mais bon, après, j'aime bien Ehlinger, donc je suis content qu'il ait été drafté, mais ouais. Au Colts, c'est bizarre. On part sur quelle note pour les Colts selon vous, Alex? Bah, passable encore pour moi. Oh là là, le coup près va tomber, hein, je le sens. Jean-Mi, j'ai mis encouragement parce que Kutipai est vraiment très bon. En plus, j'aime bien le Titan Kylan Granson. On l'avait vu cette année avec SMU et Shane Buechele, le quarterback. Et alors, c'est vrai qu'en termes de bloqueur, ça va pas être ça parce qu'il manque de gabarit, mais par contre, il est très très bon en réception et puis ça se complémente bien avec Jack Doyle par exemple. Donc bon, je suis parti sur encouragement. Encouragement pour moi également, et a priori c'était la solution privilégiée aussi par Victor, donc on part sur des encouragements aussi pour les Colts. On termine dans la FC Sud avec les Houston Texans, et attention, il s'est passé des choses dans le Texas. 3e tour, Davis Mills, quarterback de Stanford, et Nico Collins, receveur de Michigan. Au 5e tour, on avait Brevin Jordan, tight end de Miami, et Garrett Waylo, linebacker de TCU, et au 6e tour, Roy Lopez, lineman défensif d'Arizona. Jean-Michel, l'événement c'est donc cette sélection de Davis Mills. Est-ce qu'il faut déjà s'inquiéter du coup pour la situation de Deshaun Watson du côté de Houston avec ce 3e tour investi sur un QB? Ah ben je pense, ah ouais, ça nous a fait un choc quand même. Quand on a vu cette sélection, on s'est dit oh là là, mais Watson il est où déjà là? C'est pas possible, ouais effectivement. Là, ça sonne vraiment comme si Tyrod Taylor allait être le titulaire et puis ils ont pris un backup à développer derrière. Hein. C'est vraiment le problème à Houston. Déjà qu'il y avait des problèmes dans cette équipe. Hein, il y avait un effectif qui était très très moyen, des résultats qui étaient vraiment minables. Mais alors là, ouais, ça pose vraiment question, quoi. Après, le reste des sélections est plutôt intelligent, hein, mais c'est au poste du quarterback. Hein, donc, ouais.
On en reparlera, mais on est plus parti vers l'attaque. Alex, ton avis sur la situation, peut-être aussi également sur l'autre événement marquant, le trade-up pour aller chercher Nico Collins. Est-ce que c'est un fit qui te plaît également, au-delà de la sélection de Davis Mills, c'est des interrogations que ça pose sur l'avenir du quarterback de Houston? Alors, Nico Collins, c'est un joueur que j'aime bien, on en avait parlé ensemble dans une des pastilles. Maintenant, faire un trade-up pour un receveur, je comprends pas vraiment l'intérêt. En Surtout fait, cette année, ouais. Surtout cette année, et puis c'est un peu à l'image pour moi de leur draft. J'aime bien tous les joueurs qu'ils ont pris, quasiment sans exception, mais pour moi ça correspond à aucun besoin de Houston. Où sont les renforts sur les lignes? Où est la ligne défensive? Où est la ligne offensive? Il y en a un sur la D-line, mais c'est 6e tour, donc c'est pas... Voilà, on est d'accord. On sait même pas s'il va faire les 53, enfin je lui souhaite, mais voilà, donc je comprends pas tellement. Après, Mills, oui, c'est surprenant parce que, certes, c'est au 3e tour, mais c'est leur premier choix. Donc, c'est effectivement, comme dit Jean-Mi, il y a le feu à la maison, là. Et j'ai vraiment une pensée pour les supporters de Houston parce que c'est là, depuis 6 mois, c'est horrible, quoi. Et ça sortira pas, ils s'en sortiront pas tout de suite, quoi. Donc, c'est dur l'intersaison. Jean-Mi, quelle note tu mettrais pour cette draft de Houston? On l'a dit, hein, il y a quand même peu de choix globalement. Plutôt orienté sur l'attaque en l'occurrence, mais c'est vrai que comme le disait Alex, il n'y a pas que des besoins prioritaires en tout cas considérés, même si après il démarre avec le 3e tour. Pour moi, ça a été la note la plus difficile à mettre. Parce que si j'étais certain que Deshaun Watson était encore le quarterback l'année qui vient, je partirais quand même sur des encouragements, parce qu'il y a ajouté un bon receveur, costaud en plus, c'est ce qui leur manquait dans leur escouade, ils ont que des receveurs petits, ils ont ajouté un tight end qui est très bon en réception, Brevin Jordan. J'aurais quand même limité cette note avec le fait que le run-stop, qui était vraiment leur problème majeur, n'a été adressé qu'en fin de draft, avec le linebacker Wallow et puis le defensive tackle Lopez. Mais là, du coup, avec l'incertitude de Watson, je ne sais pas quoi faire. Je suis parti sur un passable, mais vraiment, c'est une note très difficile à mettre, je ne sais pas. Alex? Moi, je vais passer pour le sévère, mais je suis parti sur redoublement parce que, comme j'ai dit, voilà, il n'y a pas aucun renfort sur les lignes qui, pour moi, étaient les deux besoins prioritaires. Et oui, cet inconnu Watson, alors c'est difficile de les saquer sur la sélection de Mills parce que ça se trouve c'est la bonne solution s'ils savent eux que Watson ne rejouera plus au foot parce qu'il va finir. C'est un gros projet aussi, hein, ça on l'a pas dit, mais voilà, à Stanford, il y a un échantillon très très réduit aussi. Clairement. Mais voilà, après, ça m'embête quand même de mettre redoublement parce que c'est des joueurs, voilà, Collins, Jordan, Wallow, c'est des joueurs que j'aime bien, vraiment bien, mais ils avaient pour moi rien à faire à Houston cette année, quoi. Très bien. J'avoue que Victor est parti sur passable. Je le rejoins globalement pour couper la poire en deux. On va partir sur passable donc pour les Texans. Donc si je récapitule, on a des compliments pour les Jacksonville Jaguars, des encouragements pour les Titans et pour les Colts et un passable pour les Houston Texans. On passe dès à présent à la AFC Est. Hello, this is Danny Woodhead of the New England Patriots and you're listening to the Touchdown Podcast. L'AFC Est avec le deuxième choix donc de la draft qui était entre les mains des New York Jets avec pas mal de choix, d'abord vers l'attaque puis vers la défense. Zach Wilson donc pour commencer au premier tour, quarterback de BYU, ainsi qu'Elijah Vera Tucker, garde de USC. Au deuxième tour, Elijah Moore, receveur d'Ole Miss. Au quatrième tour, Michael Carter, running back de North Carolina. Au cinquième tour, on a Jamien Sherwood, safety d'Auburn, Michael Carter, the second, safety de Duke, et Jason Pinnock, cornerback de Pittsburgh. Et puis au sixième tour, 3 joueurs également, Hamza Nasir-Eldin, linebacker safety, on va dire, de Florida State, Brandy Nichols, cornerback de Kentucky, et Jonathan Marshall, defensive tackle d'Arkansas. Alex, je le disais, donc 4 choix offensifs pour commencer avant d'investir en fin de draft sur de la défense. On s'oriente donc a priori vers une attaque beaucoup plus explosive avec ces 4 premiers choix. Oui, ce qui est surprenant d'ailleurs avec l'arrivée d'un coach défensif, Robert Saleh,
Ça m'a beaucoup surpris. Les premiers tours, pas tellement, parce qu'évidemment, Zach Wilson, c'était un besoin, puis on le savait. Vera Tucker, c'est un bon renfort. On verra s'ils vont le faire jouer à l'intérieur ou plutôt tackle. Ce qui m'a surpris, en revanche, c'est la sélection de Moore au début du deuxième tour. J'attendais vraiment un defensive back, notamment un corner, parce que voilà, mon problème, là, aujourd'hui, chez les Jets, c'est qui est le cornerback numéro 1. J'aime bien Bryce Hall, mais c'est pas un cornerback numéro 1. Donc, je suis pas certain que la sélection de Pinnock leur permette de répondre à cette problématique-là. Ouais, Jean-Mi, on sait que tu aimais bien ce joueur. Hein. Je crois que tu nous avais parlé en tant que sleeper sur une preview. Pour rejoindre ce que dit Alex, c'est vrai que cette défense, alors elle a été considérée. Il y a des DB, 5 DB sur les 6 derniers choix en l'occurrence, mais en effet pas de vrai cornerback dominant, pas d'autres edge rusher, également pour éventuellement soutenir Carl Lawson. Est-ce que ça te rassure d'un point de vue défensif ou est-ce qu'on part sur une année d'observation en attendant éventuellement l'année prochaine et ce qui apparaît comme étant une plus grosse classe défensive? Voilà, c'est comme tu dis. Je pense que c'est une équipe qui a tellement de besoins, qui est vraiment en reconstruction. La première année de nouveau coach, ils ne pouvaient pas tout faire en un an. Donc du coup, moi je trouve leur draft vraiment superbe, magnifique. Ils n'ont pas pu tout adresser, mais j'aime beaucoup vraiment ce draft. Alors au niveau défensif, oui, ce que j'aime bien, c'est qu'ils ont ajouté de la profondeur. Effectivement, on avait parlé de Jason Pinnock, on avait parlé de Jonathan Marshall, on avait parlé de même Nasir Eldin au 6e tour. C'est quand même une très très bonne affaire, je trouve. Après, ils ont surtout renforcé l'attaque et ça me paraît plutôt cohérent quand tu draftes un quarterback. Tu renforces d'abord l'attaque en priorité. C'est ça, au moins on a bien entouré Zach Wilson. Voilà, exactement. Moi, je trouve que c'est magnifique, quoi. Aloe Vera, il va vraiment venir complémenter l'équipe Becton. Et puis j'adore les deux autres sélections, quoi. Elijah Moore, c'est un receveur extraordinaire, on en a beaucoup parlé. Michael Carter, c'est un très très bon running back qui est à la fois puissant pour prendre la brèche, mais qui a également de bonnes mains. Donc ça, pour aider un jeune quarterback, c'est très bien. Et puis en plus, la petite touche finale, quoi. Ils m'ont vraiment régalé en prenant Michael Carter et Michael Carter. Il en manque un quand même du coup. Non, après, au-delà de la blague, c'est Michael Carter II. Alors je sais pas trop ce que ça va donner en safety. Je pense que sur l'équipe spéciale, ça peut être un joueur extrêmement précieux. On a vu à Duke que c'était un joueur que c'était vraiment avec un certain leadership et une certaine intensité sur certaines actions. Donc je pense que ça peut être intéressant. Après, ouais, c'est sûr que ça élucide pas la question des besoins défensifs et oui de cet important contingent de defensive back. En effet, je sais pas si on va jouer en 31 la saison prochaine comme la majeure partie des équipes NFL au sortir de cette draft, mais en tout cas oui ça reste des choix intéressants, même si ça peut prêter à sourire là-dessus. Si on part sur une appréciation du coup, Alex, qu'est-ce que tu as retenu pour ces Jets? J'étais parti sur des encouragements plus, donc vraiment à la limite des compliments, parce que bon, je critique l'absence de corner, mais comme l'a dit Jean-Michel, Elijah Moore et Michael Carter, c'est des super joueurs que j'aime beaucoup. Donc clairement, Wilson va être dans des bonnes conditions. Donc voilà, si vous voulez partir sur des compliments, je ne m'y opposerai pas. Dis-nous, du coup, Jean-Mi, qu'est-ce que tu as mis toi pour ces Jets? Vous allez peut-être couper la poire en deux alors, parce que moi je suis carrément parti sur félicitations. Hein. Ça s'entendait un peu. Hein. Et ouais. J'entends tout à fait ce que dit Alex, il a raison, hein, il manque quand même un quarterback numéro 1, ils auraient pu prendre aussi un autre pass rusher, ça aurait pas été du luxe, mais franchement les 4 premières sélections elles sont juste magnifiques, et ensuite ils ont ajouté beaucoup de profondeur, même Jamien Sherwood qui est un safety, c'est un tank, c'est un bulldozer, c'est un cogneur, enfin ils ont amélioré la rotation et ils ont pris 4 titulaires avec les 4 premiers choix, donc pour moi c'était félicitations. Alors Victor est parti sur encouragement. J'avoue que je m'orienterais plutôt, ça c'est mon côté Jacques Martin, sur des compliments. Donc moi ce que je vous propose, messieurs, c'est quand même partir sur compliments. Vu qu'en plus Alex était quand même à l'extrême limite entre les deux, je pense qu'on peut éventuellement partir sur des compliments pour cette première draft de Robert Saleh et en tout cas du binôme Robert Saleh. Joe Douglas. On enchaîne avec les Buffalo Bills à présent. Alors attention, il y a du lourd. Hein. C'est pas encore Détroit, mais on n'en est pas loin. Au premier tour, Gregory Rousseau, edge rusher de Miami. Deuxième tour, Carlos Basham, edge rusher de Wake Forest. Troisième tour, Spencer Brown, tackle de Northern Iowa. Au cinquième tour, on a Tommy Doyle, tackle de Miami, Ohio. Et puis on a donc au 6e tour Marquez Stevenson, receveur de Houston, Damar Hamlin, safety de Pittsburgh, et Rashad Wildgoose, cornerback de Wisconsin, pour finir au 7e tour avec Jack Anderson, garde de Texas Tech. Jean-Michel, effectif assez complet d'emblée pour Buffalo, donc plus au niveau de l'ajustement. Est-ce qu'on a pris tout de même la bonne direction selon toi
avec les choix qui étaient à la disposition de la franchise. Bah moi ça me plaît parce que c'est vrai que les matchs NFL, ok, ça se gagne avec un bon quarterback et ils l'ont, mais ça se gagne surtout sur les lignes et ils ont renforcé les lignes, que ce soit la ligne défensive et la ligne offensive, donc du coup ça me plaît. C'est vrai que j'étais un petit peu surpris qu'au deuxième tour ils repartent encore sur un defensive end, Carlos Basham, mais franchement avec Epenesa pris l'année dernière, là tu rajoutes Grégory Rousseau et Carlos Basham, la ligne défensive elle est mortelle. Et puis ils n'ont pas oublié la ligne offensive aussi qui était plutôt bonne déjà l'année dernière, mais là elle est vraiment renforcée avec Spencer Brown qui est un tackle très athlétique qu'on aime beaucoup. Ils ont pris aussi Tommy Doyle qui pourra faire aussi apporter de la rotation. Donc voilà, ils ont renforcé les lignes et ça me plaît beaucoup. Et puis au niveau des receveurs, ils étaient déjà compétents dans le domaine. Ils rajoutent un receveur explosif avec Stephenson. Non, moi ça me plaît. Et j'ai oublié Jack Anderson aussi, qui est un guard de Texas Tech, qui est un très bon joueur pour la ligne offensive. Donc oui, c'est du mouse costaud. Voilà, c'est à la Bills, c'est à la McDermott. On joue physique dans les tranchées. Ouais, c'est ça, 3 linemen offensifs et les 2 principaux edge rushers, notamment sur les 2 premiers tours. Alex, ton avis du coup sur ce nouveau front 6 des Buffalo Bills, au vu des nombreux choix qui ont été faits en ce sens au début? Oui, bah, comme Jean-Mi, j'aime bien moi ces 2 choix. Effectivement, surprenant de voir Basham sélectionné après Rousseau. Mais bon, en y réfléchissant, Hughes et Addison sont plus très jeunes, 32 et 33 ans respectivement. Ils sont dans leur dernière année de contrat tous les deux. Donc on peut penser qu'ils préparent l'avenir, ce qui nous donnerait une triplette du coup Rousseau, Basham et Penesa pour l'avenir, qui a plutôt fière allure. Dans les mains de McDermott, je suis certain que ça va pas mal peser. Je me suis posé la question si peut-être ils envisageaient d'en faire glisser un sur le deuxième rideau. Bon, a priori, je suis quand même pas sûr que leur qualité physique s'y prête. Après, les renforts sur la ligne, sur la ligne offensive, sont aussi intéressants, ça me plaît bien. La seule chose qui me gêne, c'est qu'il n'y a pas de tight end. Et les squads de tight end des Bills, c'est leur seul peut-être point faible actuellement. Donc j'aurais bien aimé voir une soupape de sécurité pour Josh Allen, mais sinon c'est du solide. Ça t'en va mettre quelle note du coup pour les Bills? Compliment pour toi. Moi j'avoue j'étais un peu sceptique sur le poste de running back, on va dire le mec qui force à chaque fois. Mais bon, il y avait peut-être moyen au moins sur un deuxième ou troisième tour, même si on l'a dit, hein, j'aime beaucoup notamment Spencer Brown. Les edge rushers, encore une fois, ils apportent quand même une variété qui est pas inintéressante. Jean-Mi, tu pars sur quoi toi, Oui, j'étais parti sur compliment moi aussi. Ouais. Compliment toi aussi. J'ai Victor qui met encouragement, mais je pense qu'on peut valider en l'occurrence tes compliments dans cette équipe qui était relativement assez complète. On passe à présent aux Miami Dolphins qui ont sélectionné au premier tour Jalen Waddle, receveur d'Alabama, ainsi que Jalen Phillips, edge rusher de Miami. Au deuxième tour, on avait Javon Holland, safety d'Oregon, et Liam Eichenberg, tackle de Notre-Dame. Au troisième tour, ils ont sélectionné Hunter Long, tight end de Boston College, avant de revenir au septième tour pour récupérer Larnell Coleman, tackle de UMass, et Gerrit Doaks, running back de Cincinnati. Jean-Michel, du côté de Miami, on voulait que Tua Tagovailoa soit bien encadré. Manifestement, c'est fait. Oui, effectivement, c'est fait, ouais. Et tu vois, si tu m'avais posé la question après le premier tour, j'aurais été un petit peu plus sceptique en me disant « Mais pourquoi tu prends un receveur comme Jalen Waddle alors que Penei Sewell était disponible ?» Et puis finalement, à la fin du deuxième jour, quand je vois qu'en fait ils prennent Jalen Waddle au premier tour et qu'ils prennent Liam Eichenberg au second tour, ça me paraît un choix très très solide. Parce que finalement, s'ils avaient fait l'inverse, s'ils avaient pris mettons Penei Sewell au premier tour, au deuxième tour, je suis pas sûr qu'ils auraient pu prendre un receveur vraiment bien. Dans ces eaux-là, il y a Terrace Marshall qui est tombé, donc du coup, voilà. Alors qu'est-ce qu'on fait? Penei Sewell, Terrace Marshall ou Jalen Waddle, Liam Eichenberg? Du coup, moi je suis plus pour Jalen Waddle, Liam Eichenberg. Donc ça me plaît beaucoup ce qu'ils ont fait. Très bien. Alex, même question en l'occurrence. Certes, ils ont récupéré un tackle au deuxième tour. T'étais pas avec nous lors du premier tour. Est-ce que quand t'as vu Jalen Waddle tomber à la place, par exemple, de Devonta Smith ou Penei Sewell, est-ce que ça t'a étonné ou pas plus que ça? Un peu les deux en fait. On s'y attendait. Est-ce que Waddle sorte avant Smith? C'était plutôt attendu qu'ils mettent un ancien receveur d'Alabama pour entourer Tagovailoa. Bon, après Waddle, ce qui m'a plus surpris, c'est par rapport à son profil qui me semblait déjà un petit peu présent dans l'effectif des Dolphins après la signature de Fuller, donc cette menace profonde, un peu rapide, qui peut jouer dans le slot. Mais bon, après en y regardant de plus près, je pense quand même que la complémentarité avec Parker et donc Fuller devrait quand même se faire. Et ce que j'ai vraiment bien aimé dans leur draft, c'est que sur les 5 premiers choix, pour moi, il y a 5 titulaires.
en fait. Bon, 4,5 si on part du principe que Long va peut-être être dans un premier temps la doublure de luxe de Gesicki, mais Waddle ça va être ses titulaires, Phillips ça va être tout de suite être leur pass rusher numéro 1, Holland ça répond à un besoin sur le poste de safety, et Hülkenberg il va tout de suite prendre le poste de tackle. Donc c'est vraiment une draft très très solide, et effectivement on va pouvoir cette année mettre Tagovailoa au révélateur de son niveau. Tout à fait. Moi, la seule chose qui m'interrogeait un peu, et je l'avais dit en direct, c'est le côté incertitude physique, on va dire. C'est vrai que tu prends tes 2 premiers choix avec tout le talent qu'ils ont, il y a beaucoup de points d'interrogation dans cette optique-là. Maintenant, on a vu que Miami, notamment depuis l'arrivée de Brian Flores, n'hésite pas à prendre des risques en ce sens et à se dire que s'il peut y avoir un bon retour sur investissement, autant tenter le coup. Donc je veux bien les suivre dans cette logique-là, mais c'est vrai que ça peut éventuellement m'inquiéter par rapport à ça. Votre note sur les Dolphins, je vais commencer par toi, Jean-Mi. Écoute, moi je suis parti sur une très bonne note parce qu'il y a une constante quand même, c'est qu'ils ont pris que des joueurs qui ont contribué au niveau universitaire, que des joueurs qui étaient des joueurs majeurs dans leur équipe respective depuis des années, donc ça c'est très très bien je trouve. Après, donc je pars sur compliment, je suis pas allé sur félicitations parce qu'il y a 2 choses qui me le retiennent. C'est Phillips justement et son problème de commotion, parce que moi les commotions ça me fait beaucoup plus peur que quelqu'un qui se serait fait une blessure au genou par exemple, parce que les commotions en NFL ça arrive malheureusement très facilement, il suffirait qu'il en prenne 2 dans la saison et ça peut être une fin de carrière, donc ça me fait peur. Et la deuxième chose c'est d'avoir pris un running back aussi tard. Il me semblait qu'ils en avaient quand même besoin du poste de running back. Là, ils auront un comité intéressant, mais il n'y a pas vraiment un coureur numéro 1. Ça m'a un petit peu posé question. Mais l'un dans l'autre, je pars quand même sur des compliments. Compliments pour Miami de la part de Jean-Mi, Alex. Et moi, j'étais parti sur félicitations. Voilà. De par le fait qu'il y ait quand même énormément de titulaires en puissance dans cette sélection. C'est vrai que un running back ça aurait peut-être pas été du luxe. Bon, moi j'aime bien ce qu'a fait Myles Gaskin la saison dernière. Donc je pense que ça leur convient. Il a contribué à la course et à la passe. Bon, après il reste 4 mois d'intersaison. Peut-être que... Et puis ils sont pas à l'abri de trouver un UDFA, comme on dit, de qualité. Donc... Tout à fait. Voir un running back peut-être cuté en fin de camp voilà, qui pourront intégrer. À voir. Donc félicitations pour toi, Alex. Victor a mis compliment. J'avoue que je rejoindrai un petit peu. On va dire un bon compliment plus pour cette draft de Miami avec des risques, mais en tout cas des choix globalement cohérents de la part de la franchise floridienne. On termine dans la FCS avec les New England Patriots, avec en premier tour Mac Jones, quarterback d'Alabama, deuxième tour Christian Barmore, defensive tackle d'Alabama, troisième tour Ronnie Perkins, edge rusher d'Oklahoma, quatrième tour Ramondre Stevenson, running back d'Oklahoma, cinquième tour Cameron McGrone, linebacker de Michigan, on a au sixième tour Joshua Bledsoe, safety de Missouri, et William Sherman, tackle de Colorado, et au septième tour Trey Nixon, receveur de UCF. Alex, Mac Jones, premier tour donc chez les Pats. Est-ce que tu le penses capable de bouleverser assez rapidement la hiérarchie au poste de QB ? Écoute, vu l'état physique de Cam Newton, je pense que oui. Alors, ça sera peut-être pas, il sera peut-être pas titulaire la première semaine en septembre, mais ça sera certainement pour après la bye week. On n'a pas encore le planning, il me semble, mais ça sera en cours de saison, je pense, parce que Newton, à moins qu'il ait trouvé un traitement magique cet hiver, il est vraiment cramé. En plus, ce qui a salué, c'est qu'ils n'ont pas eu besoin de vendre la maison pour avoir leur quarterback. Donc, clairement, ouais. C'est une bonne affaire. Après, si je peux juste rajouter une chose, on avait coutume un petit peu de moquer Bill Belichick sur ses drafts ces dernières années. Cette année, pour moi, c'est son intersaison en général, c'est une masterclass. Que ça soit la free agency ou la draft, mettre la main sur Barmore, mettre la main sur Perkins, même McGrone plus loin, et même, moi j'aime bien Bledsoe aussi, c'est que des joueurs qui dans les mains de Belichick vont devenir des titulaires et vont renouveler cette défense qui était peut-être un peu vieillissante. Donc franchement, chapeau, voilà. Jean-Mi, la direction est simple du côté de New England, entre guillemets, 2 joueurs de Bama, 2 joueurs d'Oklahoma, 3e défenseur de suite de Michigan, après Chase Winovich et Josh Uche.
Bill Belichick a en tout cas ses réseaux préférentiels. Oui, c'est ça, oui, exactement, ouais. Et en même temps, il a montré que ça fonctionne, donc pourquoi pas, hein. Et effectivement, moi je rejoins Alex, ils ont fait une draft superbe, vraiment superbe. Déjà, moi je trouve que Mac Jones est un quarterback vraiment tout à fait pour eux. Quand on voit ce qu'ils ont fait pendant des années avec Tom Brady, je dis pas que Mac Jones c'est Tom Brady, mais je veux dire, il offre quand même quelques similitudes dans un système comme ça, et c'est un quarterback qui est très très fiable. En plus, Belichick sait très bien ce qu'il a entre les mains, il connaît très bien Nick Saban, il a tous les tuyaux, donc je suis sûr qu'il saura très bien utiliser ce joueur. Et puis ensuite, alors vraiment c'est une masterclass, quoi. Récupérer Christian Barmore, c'est extraordinaire. Prendre Ronnie Perkins aussi tard, je suis certain que ce joueur qui a un gabarit un petit peu entre les deux dans une autre équipe, je suis pas certain, mais aux Patriots, j'ai aucun doute qu'il va réussir. Ramondre Stevenson, quand j'ai vu cette sélection, j'ai dit mais c'est pas possible, un tel tank avec Damian Harris, mais ils vont tout défoncer dans le jeu de course. Non, vraiment, effectivement, comme dit Alex, après une free agency aussi belle que ça, vraiment c'est une très belle draft. Le seul truc qui, moi, voilà, me manque pour aller jusqu'aux félicitations, c'est que j'aurais bien vu quand même un receveur avec un profil un petit peu plus haut que Trey Nixon pour renforcer cette escouade, parce que bon, Kendrick Bourne, Nelson Agholor, Jacoby Myers et puis N'Keal Harry qui a un peu du mal à confirmer son statut de premier tour. J'aurais bien vu un receveur, il y en avait quand même beaucoup cette année. Voilà, c'est ce qui me manque, mais bon, c'est une très très belle draft. C'est ça, c'est un peu ce qui m'embête avec leur draft, c'est qu'on est parti sur du jeu au sol qui va être hyper intimidant, avec une super ligne et un comité de coureurs comme souvent ces dernières années assez fourni. Mais c'est vrai que ouais, on va faire du petit jeu intermédiaire à la réception à ce rythme-là, parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment des grosses bombes. Alex, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, je vous rejoins sur l'absence de receveur. Maintenant, ils ont pris quand même 2 cibles en tight end. Ils ont quand même sorti le chéquier pour se renforcer en tight end. Ils espèrent reproduire un petit peu les schémas de Tom Brady avec Mac Jones. Brady, il excellait avec ses tight ends, donc je suis pas tellement surpris. Ils ont quand même investi sur 2 joueurs, alors relativement moyenne gamme, on va dire, à la free agency, mais avec les 2 tight ends, ça fait quand même une escouade de cibles assez complète. Donc oui, ça me surprend pas tant que ça. Tout à fait, sachant qu'ils avaient pris Asiasi et Keane l'année passée pour avoir un tant soit peu de profondeur sur le poste et pour pouvoir, pourquoi pas, en effet, jouer assez massivement avec 2 tight ends si le besoin s'en fait sentir. Du coup, j'ai compris que vous étiez assez optimiste sur cette draft des Patriots. On part plutôt sur compliment ou est-ce que tu étais monté jusqu'à félicitations, Alex ? Moi, je suis parti sur félicitations. Très bien, je vais encore couper la poire en deux. J'avais Victor qui avait des compliments. On va, là aussi, comme pour les Dolphins, on va partir sur des compliments plus. Mais on note en tout cas qu'Alex est dithyrambique sur la majeure partie des choix qui ont été faits au niveau de la FC Est, et c'est une bonne chose. Donc si on récapitule, en l'occurrence donc sur les sélections, que je retrouve mon petit tableau, il me semble que c'était globalement assez correct. On avait quoi ? On avait compliments pour les Jets, compliments pour les Dolphins, compliments pour les Pats, compliments pour les Bills. Donc on a l'air pas mal au niveau de cette division. On peut enchaîner avec la FC Nord et les Cincinnati Bengals. Okay, here we go. With the first pick in the 2020 draft, the Cincinnati Bengals select Joe Burrow, quarterback, LSU. Les Bengals donc qui étaient la première équipe de la division à sélectionner avec leur 5e choix et qui ont donc récupéré Ja'Marr Chase, receveur d'LSU au premier tour, Jackson Carman, tackle de Clemson au 2e, Joseph Ossai, edge rusher de Texas au 3e, Cameron Sample, edge rusher de Tulane au 4e. Au 4e tour également, on a Tyler Shelvin, defensive tackle d'LSU, et Deontay Smith, tackle d'East Carolina. Au 5e tour, Evan McPherson, premier tackle drafté de Florida. Au 6e tour, Trey Hill, centre de Georgia, et Chris Evans, running back de Michigan. Et pour terminer donc le 7e tour avec Wyatt Hubert, defensive end de Kansas State. Jean-Michel, comme pour les Bills, j'ai envie de dire, on a blindé dans les tranchées du côté de Cincinnati. Oui, c'est ça, exactement. Et c'est ça qui est beau en fait. Hein. Ouais. Je vais commencer par la ligne défensive parce que ça m'a vraiment beaucoup plu. La sélection de Tyler Shelvin, qui est un monstre, un nose tackle. Et quand j'imagine un package avec DJ Reader, mais il va falloir se lever de bonheur pour courir au milieu de ces deux-là, hein, parce que c'est vraiment deux monstres, quoi. Ensuite, à la free agency, ils avaient déjà ajouté Trey
Trey Hendrickson, et puis là, il te rajoute Joseph Ossai, il te rajoute du Wyatt Hubert, il te rajoute Cameron Sample, un joueur qui, je pense, est méconnu, mais qui est très très bon. Nous, on l'a très bien vu avec Tulane cette année. Et ouais, la ligne défensive vraiment renforcée. Quand on passe de l'autre côté du ballon, par contre, puisque c'était là le besoin prioritaire, la ligne offensive pour Joe Burrow, ils ont pris 3 linemen offensifs, mais est-ce que ce sont les bons ? Voilà, moi c'est ce qui m'interroge un petit peu. Déjà, la sélection de Jason Carman m'a un petit peu interpellé. Alors, on l'a vu avec Clemson, c'est un bon joueur, mais il est plus costaud que vraiment fluide pour jouer en protection. Donc, je sais pas, à voir comment il se développe, pourquoi pas. Deontay Smith, oui, très bon tackle, mais c'est un projet en développement. Il vient d'une petite fac et puis il va falloir qu'il progresse tactiquement. J'aime bien le centre Hill qui va apporter de la profondeur. Mais l'un dans l'autre, il me manque quand même, dans une année où il y avait des tackles offensifs vraiment de très haut niveau, il me manque la sélection d'un vrai bon tackle pour jouer à gauche. Alex, justement, par rapport à ça, Ja'Marr Chase plutôt que Penei Sewell, on privilégie les automatismes et le spectacle du côté de Zach Taylor ? Oui, alors autant ça me choque pas tellement, parce qu'effectivement, recréer la connexion Burrow-Chase, c'est plutôt une idée intéressante. Maintenant, oui, et puis ce duo aussi avec Higgins est alléchant, mais il va falloir qu'il joue Burrow, et sans ligne dominante, c'est pas dit qu'il puisse jouer, enfin qu'il soit pas de nouveau blessé. Et ce qui me gêne un peu, comme Jean-Mi, oui, la sélection de Carman plutôt que Cosmic était encore disponible, j'ai pas tellement compris. Et bon, ce trade down qu'ils ont réalisé donc avec les Patriots, je me souviens plus vraiment des compensations, mais ce trade down, s'ils n'avaient pas fait cet échange, ils auraient certainement pu, ils auraient pu mettre la main sur Taven Jenkins par exemple, et là ça aurait été parfait, quoi. On aurait eu un receveur, un excellent receveur, un excellent tackle, la mission était accomplie. Là, Carman, j'attends quand même confirmation, je suis pas super emballé. Très bien. Ouais, alors pour rejoindre ce que disait Jean-Mi tout à l'heure, c'est vrai que on considère des besoins, mais peut-être pas avec les meilleurs profils. Ça me rappelle un peu leur draft de l'année passée avec les linebackers, par exemple, où il y avait des besoins. Alors on a vu par exemple qu'à Logan Wilson, c'était quand même pas trop mal intégré pendant sa saison rookie, mais c'est vrai que vu les besoins assez criants sur la position, on peut se dire c'est une très bonne chose, je trouve, de blinder notamment sur la D-line. Encore une fois, on sait qu'ils ont été chercher Trey Hendrickson par exemple ou Larry Ogunjobi, donc ils rajoutent encore un peu de steak, si je peux parler ainsi, sur le premier rideau défensif. Mais c'est vrai que la O-line et le poste de linebacker, on continue de se poser un petit peu des questions sur ces secteurs de jeu. Bon, voir à peu près comment la sauce va prendre en 2021. Mais ça nous laisse encore sur notre fin pour une deuxième draft consécutive. Donc c'est un petit peu ce qui peut poser problème, à mon sens en tout cas. Les notes, du coup, vous partez sur quoi, Alex, pour Cincinnati ? Encouragement pour toi, Jean-Mi ? J'hésitais entre encouragement et compliment. C'est vraiment entre les deux, donc ouais. Alors Victor est parti sur compliment, en l'occurrence. Et toi, du coup, t'es entre les deux. Ah mince, il va falloir vraiment que je tranche, en fait. Ouais. Écoute, cette draft des Bengals, je rejoins un petit peu Jean-Mi. J'avoue que c'est une bonne chose de considérer, parce que je pense que l'intérieur de la ligne avait autant de besoins que sur le poste de tackle. Donc même si Carman finit garde, ce ne sera pas forcément une mauvaise opération en soi. Mais c'est vrai que je pense que un choix comme Shelvin, c'est pas un mauvais choix, je te rejoins là-dessus, mais là, en l'occurrence, c'est un peu ce que je disais précédemment sur je sais plus quelle équipe, je crois que c'était Tennessee. Il va y avoir éventuellement des positions sur lesquelles on va être très dominant et d'autres, on va se retrouver extrêmement exposé. Et moi, c'est ce qui me fait un petit peu peur dans une année où, malgré tout, Zach Taylor va commencer à jouer sa tête. Ça fait déjà 2 ans qu'il est du côté de l'Ohio. Donc, ouais, je tempérerai un peu plus avec des encouragements. Certains vont dire que je suis un Bengals hater de toute façon. Mais voilà, je tempérerai un peu plus sans forcément aller jusqu'au compliment, même si je trouve que globalement, il y a des choix intéressants qui ont été faits. On a fait le tour donc... non, on n'a pas fait le tour du tout. On va enchaîner avec les Pittsburgh Steelers. Autant pour moi. Il n'y a qu'une équipe dans la FC Nord, il faut le savoir. Donc les Steelers, et pourtant il y a des choses à dire sur Pittsburgh, qui ont drafté au premier tour Najee Harris, running back d'Alabama, Pat Freiermuth, tight end de Penn State au 2e tour, Kendrick Green, centre d'Illinois au 3e. Au 4e tour, on a Dan Moore, tackle de Texas A&M, et Buddy Johnson, linebacker
de Texas A&M, ça ne s'invente pas. 5e tour, Isaiah Loudermilk, defensive lineman de Wisconsin. Au 6e tour, Quincy Roach, edge rusher de Miami. Et pour terminer au 7e, donc Traynor Wood, cornerback d'Oklahoma. Et Presley Harvin, the third punter de Georgia Tech. Alex, même stratégie du côté de Pittsburgh que les Jets. L'attaque d'abord et la profondeur défensive ensuite. On était en live assez partagé sur l'intérêt du choix Najee Harris. Est-ce que c'est un choix qui, toi, personnellement, te plaît ? Alors le choix Najee Harris m'a plu parce que c'était vraiment un besoin. Le jeu au sol tous un peu du côté de Pittsburgh depuis le départ de Le'Veon Bell. On a eu un petit débat d'ailleurs sur le chat de la rédaction avec Victor et Raphaël où je défendais un peu le choix de Pittsburgh. Par contre derrière, pour moi ils n'ont pas fait le boulot quoi. Donc malheureusement ils ont foutu par terre ma démonstration par rapport à la ligne offensive qui était à considérer et qui aurait pu, je pense, maximiser cette sélection Harris. Et pour moi, c'est pas le cas. Jean-Michel, tu es d'accord là-dessus ? Est-ce que tu aurais privilégié un lineman par rapport notamment à un Pat Freiermuth ? Alors, on avait parlé notamment de Kendrick Green, alors du live 2e et 3e tour. On a également donc Dan Moore qui apparaît comme le vrai tackle. Est-ce que tu le vois arriver à gauche ou est-ce que du coup, tu aurais, pour revenir à ce qu'on disait, privilégié peut-être un tackle un petit peu plus haut ? Oui, c'était une possibilité, effectivement. Prendre un tackle plus haut, ça aurait été malin. Mais quand même, moi, je suis beaucoup plus optimiste que ça parce que, en fait, l'année dernière, quand tu regardes Pittsburgh en attaque, ils étaient très bien à la passe avec un bon quarterback, des très bons receveurs, mais très très mauvais pour la course. Or, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ajoutent un running back de premier plan et ensuite les deux linemen offensifs, Kendrick Green et Dan Moore, ce sont deux puissants, deux costauds. Alors non, je ne vois pas Dan Moore à gauche, mais par contre c'est un joueur qui est vraiment très puissant pour le run-stop et qui pourra, à mon avis, prendre la place de Zach Banner à droite, sachant qu'il y aura peut-être sans doute Okorafor à gauche. Kendrick Green, c'est un joueur très puissant lui aussi, qui pourra jouer guard, comme il a fait la plupart du temps à Illinois, et qui pourra aussi jouer centre. Il a déjà joué cette position, donc c'est peut-être lui le remplaçant de Pouncey. Donc du coup avec Green, avec Moore et avec Harris, et si je rajoute en plus les qualités de bloqueur de Freiermuth, le jeu de course va forcément progresser. Donc du coup ils avaient une grosse faiblesse et pour moi ils l'ont adressé. Parce que bon, la défense ensuite de Pittsburgh c'était quand même la 3e l'année dernière de NFL, donc il n'y avait que des petites retouches à faire et en plus ils l'ont fait. Buddy Johnson c'est une machine à plaquer. On l'a vu avec Texas A&M, il était de partout, il n'arrêtait pas de faire des plaquages. Quincy Roche, pris si tard dans la draft, c'est quand même plutôt une belle affaire. Il va apporter de la rotation au niveau du pass rush. Même Loudermilk, que j'aime bien, c'est un joueur qui a une très grande envergure et qui va apporter de la rotation aux côtés de Tweet et de Hayward. Traynor Wood sur le backfield défensif. Moi, l'un dans l'autre, j'aime beaucoup leur draft. Du coup, tu es monté jusqu'à quelle note ? Alors, je suis monté jusqu'à compliment. Jusqu'à compliment. Alex, du coup, de ce que je comprends, tu es quand même beaucoup plus mesuré en l'occurrence de ce que tu as vu. Oui, je suis mesuré. Moi, j'étais parti sur passable. Mais en fait, le problème, c'est que je pense... Alors, ce que dit Jean-Mi, il a raison. Évidemment, Freiermuth pourra certainement contribuer dans le jeu de bloc et dans le jeu de course. Mais c'est vrai qu'à ce poste-là, dans la mesure où pour moi, tight end, c'était pas vraiment le besoin parce qu'il y a Eric Ebron, je serais parti sur Humphrey. Et là... Bon, pour moi, c'était le choix évident. J'étais vraiment très surpris. Mais bon, je veux bien me laisser convaincre par Jean-Mi pour aller jusqu'à encouragement, mais pas plus haut. Bah écoute, Victor, en tout cas, avait mis passable. Voilà. Ah ouais. Moi, j'avoue, je couperais quand même la poire en deux, là encore. Encouragement. Là, j'avoue que pour rejoindre ce que disait Jean-Mi, il y a une attaque qui a été quand même améliorée malgré tout. Sur des besoins qui étaient assez criants. Alors on pourra être un petit peu tatillon sur le poste de left tackle. Là encore, il faudra voir comment on décide en interne de considérer ce problème-là, mais en tout cas, il y a quand même des postes qui ont été améliorés. Après, on dira oui qu'il y a peut-être que quelques petits postes défensifs, je pense à cornerback par exemple, où on peut se poser la question, en tout cas avec un choix un peu plus haut que Traynor Wood, mais mine de rien, il y avait aussi beaucoup de choix à considérer malgré tout. Et il y a peut-être aussi quelques petites pousses défensives qu'on peut éventuellement développer en défense du côté de Pittsburgh dans une ossature qui est quand même assez cohérente depuis maintenant quelques saisons. Donc encouragement pour moi en l'occurrence du côté des Steelers. On passe à présent aux Baltimore Ravens, si je retrouve bien entendu les choix qui ont été faits pour la franchise de Baltimore. Ça a commencé au premier tour avec le receveur de Minnesota, Rashad Bateman, et avec le edge rusher de Penn State, Odafe Oweh. Au troisième tour, on avait également Ben Cleveland, garde de Georgia, et Brandon Stephens, cornerback d'SMU.
Ensuite, au 4e tour, on a Tylan Wallace, receveur d'Oklahoma State. Au 5e tour, les 3 derniers choix, donc avec Sean Wade, defensive back d'Ohio State, Dalen Hayes, edge rusher de Notre-Dame, ou encore Ben Mason, fullback / tight end. Alors, on a vu différentes versions en provenance de Michigan. Donc, pour cette équipe des Ravens, Alex, 2 receveurs sélectionnés l'an passé, 2 receveurs cette année. A priori, on veut maximiser le rendement de Lamar Jackson à quelques mois d'un éventuel futur contrat. Alors, est-ce qu'on veut le maximiser ou est-ce qu'on veut l'évaluer ? C'est ça la question. Parce que bon, le jeu de passe des Ravens, c'est le dernier de la ligue la saison passée, la saison d'avant aussi, il me semble, et d'assez loin. Donc clairement, cette année, les mois qui viennent vont être, je pense, un petit peu cruciaux pour Lamar Jackson. Il va devoir montrer qu'il sait aussi lancer le ballon. C'est des très bonnes cibles. Batman, c'est un super joueur avec beaucoup de variété dans les tracés. Je trouve qu'en plus ça permet d'avoir une escouade complémentaire avec donc Hollywood Brown qui est déjà dans l'effectif et donc Tylan Wallace. Là je trouve que le trio plus les receveurs de la saison passée, ça fait quand même une escouade qui a fière allure. Donc à voir si ça peut lui permettre de passer ce cap tant attendu. J'ai remis un avis sur cette escouade de receveurs, notamment incarnée par Batman. Oui, moi j'aime beaucoup Batman. Jim Harbaugh l'avait dit, il nous faudrait un receveur un peu plus costaud. Ben voilà, ils l'ont. Et il est costaud. Moi j'aime bien ses appuis et je le trouve vif comme joueur. Donc c'est vraiment un très bon joueur. Et puis il ne faut pas oublier Sammy Watkins aussi dans cette escouade qui vient d'arriver. Donc moi ça me plaît. Globalement, ça me plaît au niveau des receveurs. Ouais. Après, ce que j'ai aimé dans cette draft, c'est qu'en fait ils ont fait comme d'habitude. Les Ravens, ils sont impressionnants, ils attendent tranquillement, ils bougent pas, et puis il y a toujours un super joueur qui descend à leur niveau, quoi. Donc c'est Batman au premier tour, c'est Cleveland plus tard, c'est Tylan Wallace, Sean Wade, Dalen Hayes, que des joueurs qui ont contribué en université, puis hop, ils tombent dans leur panier, tranquille, sans problème. Ah, c'est chapeau, hein, comme d'hab. Justement, Alex, on cherchait un safety potentiellement capable de mettre la pression sur les 2 titulaires. Sean Wade, ça peut être un profil en ce sens, enfin plus free safety en l'occurrence. Bah oui, clairement, on a vu qu'il était un petit peu en galère la saison passée à Ohio State sur les extérieurs, en poste de corner, alors que l'année précédente, dans le slot, il avait été plutôt tout à fait honorable, et on en avait évoqué ensemble dans une pastille que c'était peut-être son avenir, le poste de safety. Moi, je pense que c'est un style. Sean Wade, il est descendu, voilà, justement, parce que le poste de corner, c'est pas son vrai poste, mais là, avec Harbaugh à Baltimore, sur une ligne de safety qui n'est pas irréprochable ou totalement intouchable, je pense que c'est vraiment une sélection intéressante. Je ne serais pas surpris qu'il soit rapidement dans le bain. Et du coup, dans ton bain à toi, ils ont quelle note ? Dans mon bain, moi, ils ont des beaux compliments. Très bien. Jean-Mi ? Oui, moi aussi, compliment. Et puis, juste rajouter un petit mot sur Sean Wade. On se rappelle quand même qu'avec Ohio State, il était fantastique en tant que cornerback dans le slot. Donc, safety, oui, bien sûr. Et puis, de toute façon, nickel corner et safety, les positions sont tellement proches qu'on ne va pas chipoter. Mais je pense qu'en tant que nickel cornerback, il peut faire vraiment des dégâts. Moi, la seule petite restriction, je pars aussi sur compliment, hein, mais si je ne vais pas plus haut, c'est par rapport à Jason Way, qui a un potentiel athlétique extraordinaire, mais qui a tellement peu produit en universitaire que c'est vraiment pour moi un boom or bust. Alors j'espère pour eux que ce sera un boom, mais voilà, à voir. Très bien, bah écoutez, compliment pour Victor également et pour moi aussi, donc on peut raisonnablement partir sur cette note du côté de Baltimore. On termine donc dans la FC Nord avec les Cleveland Browns qui ont sélectionné Greg Newsome, cornerback de Northwestern au premier tour, Jeremiah Owusu-Koramoah, linebacker de Notre-Dame au deuxième, on a Anthony Schwartz, receveur d'Auburn au troisième, au quatrième, James Hudson, tackle de Cincinnati et Tommy Togiai, defensive tackle d'Ohio State. Au cinquième tour, Tony Fields, linebacker de West Virginia, et Richard LeCounte, safety de Georgia. Et pour finir au sixième tour, Demetric Felton, receveur de UCLA. Jean-Michel, maintenant qu'on a amélioré les lignes du côté de Cleveland, on veut clairement rendre cette défense beaucoup plus agressive. Ah, écoute, moi je vais donner le ton tout de suite. Je suis désolé, mais là, pour moi, c'est félicitations. Ils ont fait vraiment une draft, mais fantastique.
Voilà, un très bon corner, Greg Newsome. Alors évidemment, il y a un petit peu des soucis par rapport à son historique de blessure, mais sinon c'est un super cornerback pour la NFL. Ensuite, ils ont pris que des bons joueurs. G.O.K., c'est un linebacker extraordinaire, vraiment dans le type moderne. Alors, je veux bien qu'il n'aura peut-être pas une position précise comme on l'entendait, et je parle bien au passé parce qu'on voit ça de plus en plus, et d'ailleurs, on l'a encore vu beaucoup dans cette draft avec des joueurs un petit peu hybrides. Il a beaucoup de vitesse, peu importe s'il jouera safety, s'il jouera dans le slot, s'il jouera linebacker, peu importe, c'est un super joueur. Et puis ensuite aussi, ils ont vraiment fait des choix hyper solides. Tommy Togai qui vient renforcer l'intérieur de la ligne, Tony Fields en linebacker, Richard Lecomte qui vient apporter de la profondeur au niveau des safety, alors qu'il y a déjà Johnson, qu'il y a déjà Delpit, qu'il y a déjà Harrison, et puis alors la petite perle, Demetric Felton, un joueur extraordinaire. Je veux dire, déjà qu'en receveur, ils avaient Landry, ils avaient OBJ, ils avaient Higgins, mais alors ils te rajoutent une menace profonde avec le supersonique Anthony Schwartz, et puis Demetric Felton, un joueur avec des appuis déroutants, qui a vraiment une qualité de tracé et de vivacité. Ah, ils ont fait une draft, mais vraiment qui m'a régalé. Très bien. Bon, on a compris du coup. Félicitations pour les Browns de ton côté. Alex, donne-nous un petit peu ton avis sur cette draft de Cleveland. Est-ce que Owusu Koramoah, c'est pas l'un des plus gros styles de cette draft pour toi, en l'occurrence, au deuxième tour? C'est clairement un style. Alors j'ai lu juste avant l'émission qu'a priori il aurait glissé un petit peu par rapport à un souci cardiaque qui aurait été détecté pendant le process draft. Donc D'accord. c'est quand même à suivre, je pense, parce que ça peut quand même être un gros souci. Si on nommait ce petit détail ou ce gros détail, je suis quasiment aussi dithyrambique que Jean-Mi. Ils avaient des doutes sur Greedy Williams, ils mettent Newsome à l'opposé de Ward, ça va être un super duo. Donc Owusu Koramoah, linebacker, on l'avait dit, c'est le poste de linebacker, malgré quand même un effectif riche, il n'y a pas vraiment de leader. Là, ils ont un leader, il pourra aussi dépanner sur la couverture. J'aurais pas forcément pris Schwartz à ce poste-là, à ce spot-là, mais c'est quand même un choix solide. Et alors, comme l'a dit Jean-Mi, pour moi, Felton, c'est la cerise sur le gâteau ça vient conclure une draft presque parfaite. Ils ont le gadget player que aujourd'hui toutes les franchises recherchent ou utilisent. C'est vraiment très très solide. Très bien. Donc ta note? Félicitations aussi. Ouais. Très bien. Félicitations également pour Victor. Donc je vais me ranger de votre côté pour ces félicitations pour les Browns. On a donc, si je récapitule, félicitations pour Cleveland, compliments pour Baltimore et encouragement pour Cincinnati et Pittsburgh. On termine la conférence américaine avec la FC West, putain, le trou de mémoire, j'allais dire sud, pas du tout. Le gars, il est loin là. La FC West tout de suite, donc pour terminer cette conférence américaine. What's going on? It's Keenan Allen with the LA Chargers. You are listening to Touchdown Podcast. Et on commence donc par les Denver Broncos qui avaient surpris quelques observateurs au premier tour en allant chercher Pat Surtain, cornerback d'Alabama. Au deuxième tour, Javonte Williams, running back de North Carolina. Au troisième tour, les Broncos ont sélectionné Quinn Miners, lineman intérieur de Wisconsin Whitewater, et Baron Browning, linebacker d'Ohio State. On avait ensuite au cinquième tour Caden Stearns, safety de Texas, et Jamar Johnson, safety d'Indiana. Au sixième tour, Seth Williams, receveur d'Auburn. Et puis au septième tour, Kary Vincent, defensive back d'LSU, Jonathan Cooper, edge rusher d'Ohio State, et Marquis Spencer, edge rusher de Mississippi State. Alex, on va commencer par ce premier choix, Patrick Surtain plutôt qu'un quarterback. Alors je crois que tu es plutôt bien placé pour savoir qu'il y a quand même des rumeurs qui traînent autour de Denver ces dernières heures. Mais est-ce que si on prend la logique du premier tour, est-ce que tu la suis justement, cette logique de George Paton et des Broncos? Alors, peut-être qu'ils ont effectivement une information qu'on n'a pas. C'est très surprenant de les voir passer sur Justin Fields, parce que le voir arriver en neuf, pour eux, je trouve que c'était une aubaine, surtout vis-à-vis de la situation de Drew Lock. Forcément, la solution de cette énigme, on ne l'aura pas tout de suite, j'imagine, mais bon, Patrick Surtain, c'est un excellent cornerback, certainement le meilleur de cette classe. Maintenant,
Je n'ai pas vraiment compris pourquoi avoir compilé autant de choix en defensive back. Ils avaient déjà renforcé pas mal pendant la free agency. Là, il y en a donc encore quelques-uns. Bon, c'est vraiment surprenant. Je pense qu'il y avait d'autres choses à considérer. Maintenant, peut-être que Fangio veut jouer avec 6 defensive backs. À ce compte-là, c'est un petit peu plus logique. Mais bon, voilà, je suis un petit peu circonspect. Après, c'est certain que si on voit Aaron Rodgers débarquer dans quelques jours, il y aura pas de... On saluera cette performance, mais c'est un petit peu risqué quand même. Oui, à l'heure où on enregistre l'émission, c'est pas vraiment le cas. Jean-Michel, l'autre information importante, c'est ce trade-up pour Javonte Williams, potentiellement titulaire dans le backfield dès 2021, selon toi ? Oui, après titulaire, les coureurs titulaires à NFL, il y en a quand même très peu, c'est quand même la plupart du temps un comité. Oui, il y a un peu plus de comités. Voilà, donc avec Gordon, ça tient vraiment la route. Javonte Williams, c'est un super running back. Vous allez voir, il va défoncer des linebackers de l'année prochaine, ça va être vraiment beau à voir. Moi, globalement, leur draft, j'aime beaucoup parce qu'il n'y a que des bons joueurs qu'on a vu en université et dans des sacrés programmes en plus, donc contre des bonnes oppositions. Donc, j'ai aucun doute que ça va performer en NFL. Tous les Surtain, Williams, Browning, Stearns, même Jamar Johnson, le safety d'Indiana, Carrie Vincent qui vient de LSU. Même en fin de draft, ils te prennent un Jonathan Cooper de Ohio State. C'est une très très belle draft, mais comme le disait Alex au départ, et tu passes sur Justin Fields alors qu'en quarterback t'as Drew Lock et t'as Teddy Bridgewater. Donc alors si ça se trouve dans 2 ans ils prouveront qu'ils ont eu raison parce que Justin Fields ne sera pas bon avec Chicago, peut-être qu'on se trompe tous sur Justin Fields, mais c'est vrai à ce jour de passer sur Justin Fields, c'est incompréhensible pour moi. Du coup, ça t'incite à mettre quelle note pour les Broncos, Jean-Michel ? Du coup, ça la fait vraiment descendre, alors que j'aime beaucoup tous les joueurs qu'ils ont pris, y compris Quinn Miners, que j'adore. Mais du coup, moi, passer sur Justin Fields, je vais pas plus haut qu'encouragement. Alex ? Oui, moi j'ai même mis passable parce qu'il y a quelque chose qui me gêne quand même, c'est qu'ils n'ont pas pris de tackle, notamment de tackle pour jouer à droite, alors que James, qui est censé être leur titulaire, a joué 3 matchs en 2 ans. Il y a beaucoup d'incertitudes autour de lui. Ce qui est dommage parce que le reste de la ligne est plutôt solide. On a vu Bowles vraiment toucher son potentiel la saison dernière. Dalton Risner est très satisfaisant depuis sa draft. Mais pour moi, là, il y a personne à droite. Et c'est encore plus surprenant si effectivement ils ont l'ambition de faire venir Rodgers, de ne pas le protéger de ce côté-là. Voilà, donc moi, à cause de l'absence de ce choix, me fait mettre passable. Victor a mis encouragement, je le rejoindrai en l'occurrence et je partirai en effet sur des encouragements pour cette draft de Denver qui a pu nous surprendre notamment au début mais qui par la suite reste quand même assez cohérente à mon sens. On passe à présent au dernier vainqueur de la conférence américaine, les Kansas City Chiefs, qui n'avaient pas de premier tour de par l'échange avec Orlando Brown. On s'en est pas trop mal sorti, a priori quand même du côté du Missouri. Ça a commencé justement au 2e tour avec un choix de Missouri, Nick Bolton, linebacker. On avait également Creed Humphrey, centre d'Oklahoma. Au 4e tour, Joshua Kendo, edge rusher de Florida State. Au 5e tour, Noah Gray, tight end de Duke, et Cornell Powell, receveur de Clemson. Pour finir au 6e tour avec Trey Smith, garde de Tennessee. Jean-Michel, pas de premier tour donc pour les Chiefs, mais 2 vrais coups réalisés durant cette draft. Ah oui, effectivement, et 2 très jolis coups, Nick Bolton qui est un très bon linebacker et ils avaient un besoin au poste de linebacker. On l'a vu en playoff l'année dernière, donc très très joli. Et ensuite, il blende encore l'intérieur de la ligne offensive. Je veux dire, c'est incroyable. Après avoir déjà fait venir Joe Thuney, après avoir fait venir Kyle Long, après avoir fait venir Austin Bliss, ils prennent maintenant Creed Humphrey. Donc l'intérieur de la ligne offensive est vraiment très 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 solide. Donc c'est vraiment très très beau, très bien joué. Et puis même en fin de draft, ils ont ajouté Trey Smith aussi. On le sait, malheureusement, Trey Smith c'est un joueur très talentueux, mais un problème de coagulation dans les poumons fait qu'il a du mal parfois à s'entraîner lors des intersaisons. Mais c'est quand même un très bon joueur lorsqu'il est en bonne santé et puis peut rapporter de la rotation, c'est juste parfait. Et puis une petite perle aussi, le petit Cornell Powell, le receveur de Clemson, c'est un joueur qui est très très fiable dans ses tracés, donc avec Patrick Mahomes à la main, mais ça va être extraordinaire à voir. Alex, un avis sur cette classe de Kansas City ? Il y a peut-être un gros pari, c'est peut-être Joshua Kendo en l'occurrence en edge rusher.
Oui, c'est vrai qu'ils auraient pu considérer le poste de pass rusher plus tôt. Kendo, c'est un pari. Par contre, je rejoins quand même Jean-Michel sur la solidité et l'intelligence de ses choix. Bolton, titulaire le premier jour, et l'attelage avec l'ancien rookie, maintenant joueur de deuxième année, Gay, va faire, je trouve, enfin moi, me plaît beaucoup sur le papier. Creed Humphrey au centre, il peut être titulaire cette année, ou ils peuvent se payer le luxe de le laisser une saison derrière Bliss, qui n'a signé que pour une année. Donc c'est vraiment intelligent. Humphrey, c'est certainement le meilleur centre de cette classe, enfin en tout cas un des deux meilleurs. Et comme l'a dit Jean-Mi, effectivement, Powell avec Mahomes, ça risque de donner encore mal à la tête à toute la ligue, quoi. Ça va vraiment être je pense, une des révélations de cette draft. Et puis voilà, Smith au 6e tour. Qu'est-ce qu'un 6e tour pour un joueur comme ça qui a le talent? Mais bien sûr, bon, ce risque, honnêtement, ils ont bien fait de le prendre. Voilà. Au pire, ils auront gâché un 6e tour, c'est pas très grave. Au mieux, ils ont trouvé peut-être un titulaire en puissance. Donc, non, c'est vraiment très solide. Du coup, comment tu les notes, ces Chiefs? De très beaux compliments. Jean-Mi, oui, je te vois hocher la tête. D'accord. Pareil pour Victor et pour moi, donc ce sera des compliments en l'occurrence pour les hommes d'Andy Reid. On passe à présent aux Las Vegas Raiders. Attention messieurs, l'heure est grave. Les Raiders qui ont commencé au premier tour par Alex Leatherwood, tackle d'Alabama. Au deuxième tour, on avait ensuite Trevon Moehrig, safety de TCU. Troisième tour, Malcolm Kuntz, edge rusher de Buffalo, et Divan Diablo, safety, linebacker, on verra, de Virginia Tech. Quatrième tour, Tyree Gillespie, safety de Missouri. Au cinquième tour, Nate Hobbs, cornerback d'Illinois. Et au septième tour, Jimmy Morrissey, centre de Pittsburgh. Jean-Michel, dis-nous tout, es-tu un homme heureux au sortir de cette cuvée des Raiders? Oui, globalement, parce que en plus je suis pas surpris puisque Mac Mayock a fait du Mac Mayock, c'est-à-dire qu'il a vraiment une ligne de conduite et ça c'est plutôt rassurant. Après, on peut critiquer la ligne de conduite si elle vous paraît juste ou pas, mais c'est vraiment une ligne de conduite, c'est-à-dire que par exemple, quand on voit tous les joueurs qu'il a pris cette année, comme il avait fait l'année précédente, c'est des joueurs de plancher. Vous savez, quand on parle de plancher, de plafond, le plafond représentant le potentiel que peut atteindre un joueur, eh ben lui, il va sur le plancher, c'est-à-dire ce que font déjà les joueurs. Tous les joueurs qu'il a pris étaient titulaires dans des gros programmes, des joueurs majeurs de leur équipe, et pas depuis une année, non, depuis 2-3 ans. Ils ont tous fait plus d'une quarantaine de matchs à NCAA. Donc c'est vraiment des joueurs très très solides. Et voilà le type de draft de Mac Mayock. Après, une deuxième constante, c'est aussi la polyvalence. On parlait tout à l'heure avec les Browns de Jock en se demandant quelle position il va jouer. Ben, c'est pareil pour Divin Diablo. En fait, il jouait safety avec Virginia Tech, mais il a le gabarit d'un linebacker. Et puis quelque part, on s'en fiche qu'il soit safety ou linebacker. C'est un joueur qui est costaud, qui est rapide. Donc du coup, il va jouer en défense et il va très bien le faire. Et ensuite, évidemment, comme toujours avec Mac Mayock, il a privilégié l'état d'esprit. Il n'y a que des capitaines d'équipe. Et je parle même pas du dernier choix, Jimmy Morrissey, qui lui carrément était un walk-on, c'est-à-dire un joueur qui n'avait pas obtenu de bourse. Il s'est battu et au final il a joué 47 matchs à l'université, il était comme titulaire. Donc voilà, c'est des joueurs état d'esprit, des joueurs fiables qui ont prouvé. Après, c'est sûr que j'entendrai les critiques, puisque effectivement, avec Leatherwood, on pensait qu'il y avait des tackles meilleurs que lui, que d'autres sélections ont peut-être pu un petit peu surprendre. Mais c'est quand même du très très solide. C'est ça, il est parti plus sur des coups de cœur avec Leatherwood et Kuntz par exemple, plutôt que sur des profils qu'on attendait un peu plus. Qu'est-ce que tu en penses toi, Alex, de cette draft des Raiders? On s'arrête beaucoup sur le premier tour, il y a beaucoup de choix défensifs en l'occurrence, 5 choix sur les 7, est-ce que ça te convient? Alors qu'il soit parti sur la défense, ça me convient. Je ne m'attarderai pas sur Leatherwood, comme l'avait dit Jean-Mi dans une émission il y a quelques jours. Un reach, c'est un reach, ça veut pas vraiment dire grand chose. Si pour eux Leatherwood c'est leur gars sûr, je comprends très bien qu'ils l'aient sélectionné. Donc moi ce qui m'embête par contre, c'est que je vois pas de renfort sur la ligne défensive, qui pour moi était quand même un poste à considérer pour les Raiders. La multiplication des safety m'a un peu surprise, mais maintenant c'est vrai que bon, moi j'adore Trevon Moehrig, donc je suis très content pour les Raiders. Ça va certainement devenir leur leader, le capitaine du second rideau. Mais voilà, même s'ils sont polyvalents, effectivement, ils pourront jouer safety, linebacker, mais qui va jouer corner? Parce que Arnett et Mullen, pour moi, c'est quand même pas une assurance tout risque. Donc plutôt que de prendre 3 safety, j'en aurais pris que 2 et j'aurais rajouté un corner.
Bon, Night D'accord Hope, avec c'est ça. un corner par contre, tu vois. Et c'est un corner qui peut jouer à l'extérieur ou à l'intérieur. Après, je te rejoins, Night Hope, je suis pas en train d'en faire des tonnes sur ce joueur, hein, mais c'est quand même un cornerback. C'est la logique qu'ils assument en tout cas, a priori. Ta note du coup, Jean-Michel, est-ce que tu montes jusqu'à compliment? Félicitations pour cette draft de McMayock? Non, quand même pas. Je suis parti sur des encouragements. Voilà. Parce que c'est des joueurs très solides, avec Trevon Moehrig qui est la petite pépite, et pour le reste, ce sont des joueurs très solides, et je pense que ce sont de bons choix. Après, c'est vrai qu'il y avait peut-être d'autres choses à faire aussi. Non, pour moi, c'est encouragement. Alex? Pour moi, c'est des encouragements aussi. J'ai hésité, avec passable, je l'avoue, mais la présence de Moehrig, pour moi, ça peut être que des encouragements, au minimum. Ouais, encouragement pour moi et pour Victor. Également, on termine avec la FC West, avec la conférence américaine en règle générale, avec les choix des Los Angeles Chargers qui ont récupéré au premier tour Rashawn Slater, tackle de Northwestern. Au deuxième, Asante Samuel Jr., cornerback de Florida State. Au troisième tour, il récupère Josh Palmer, receveur de Tennessee, et Trey McKitty, tight end de Georgia. On a ensuite Chris Rumph, second, edge rusher de Duke au quatrième. Brandon James, tackle de Nebraska au cinquième. Nick Niemann, linebacker d'Iowa, et Larry Roundtree de running back de Missouri au 6e, pour terminer avec Mark Webb, safety de Georgia, donc au 7e. Alex, pas de surprise notamment sur les principales sélections, mais des choix relativement cohérents de la part de la franchise californienne. Très cohérent. Ils avaient deux missions. C'était protéger Justin Herbert. Johnny Herbert, c'était un pilote de Formule 1. Protéger Justin Herbert et renforcer le poste de corner qui s'était un petit peu dépeuplé, notamment avec le départ de Casey Hayward. La mission est remplie. Hein. C'est vraiment, en tout cas, ces deux premiers choix sont très très solides. Rashawn Slater, ça va faire l'affaire. Et avec l'arrivée de Linsley au centre, et Boulaga, s'il reste en forme à droite, ça va faire une ligne vraiment qui va permettre à Herbert de s'exprimer. Et puis Asante Samuel, à ce spot-là, sans même monter un trade-up, c'est une aubaine. Je sais que toi, Greg, tu l'aimes beaucoup, donc tu vas pas me dire le contraire. Donc pour moi, c'est vraiment une mission accomplie. Je pense aussi que Brandon James de Nebraska va pouvoir se développer et peut-être être une bonne surprise pour eux dans les prochaines saisons. Voilà. Après, il y a un peu des joueurs de rotation aussi, avec notamment Rumph, le pass rusher. C'est une belle classe et c'est une bonne opération faite par le Telesco. Alors justement, Jean-Michel, tu vas donner ton avis plus global, mais un petit mot peut-être sur Trey McKitty et Chris Rumph, deux profils athlétiques qui présentent quand même des points d'interrogation, pour lequel tu es le plus optimiste en l'occurrence. Je sais pas, parce qu'en fait je suis pas très optimiste pour aucun des deux, mais bon voilà. Alors Trey McKitty, on l'a vu au Senior Bowl, c'est un potentiel athlétique, il n'y a pas de souci, c'est un joueur de football. Donc déjà quand tu prends un joueur de football avec des qualités athlétiques, c'est très bien. Mais bon, Georgia, il avait quand même l'occasion de jouer, et puis il était le troisième tight end, je veux dire, je sais pas combien il a capté de ballons, mais il a capté combien dans sa carrière, 5, 6, enfin pas plus quoi. C'est quand même une franchise qui était habituée à avoir un Terry Henry, et pour un jeune quarterback comme Herbert, je pensais qu'il prendrait un tight end un peu plus développé en termes de réception. Donc ça m'a interrogé. Chris Rumph, c'est pareil. C'est un pass rusher qui a montré de belles choses en NCAA, mais qui a montré de belles choses contre de petites équipes. C'est quelqu'un qui a un tout petit gabarit. Alors je sais qu'on vient de parler des Raiders, ils ont pris Malcolm Koonce, c'est un petit peu le même gabarit, mais moi je le trouve très très léger. Chris Rumph, j'aime pas énormément. Josh Palmer au troisième tour, ça m'a vraiment surpris. Je dis pas que c'est un mauvais receveur, ça fait 4 saisons qu'il joue dans la meilleure conférence universitaire, mais franchement, je pensais qu'il y aurait déjà mieux à faire que Josh Palmer, et en plus prendre un receveur avec de la vitesse plutôt qu'un receveur avec de la taille. Donc comme disait Alexandre, j'aime beaucoup leurs deux premiers choix, mais ensuite je suis quand même très sceptique. À part le dernier choix que j'aime bien aussi, Mark Webb, le safety de Georgia. Mais voilà, les deux premiers choix sont très très solides. Rien que pour ça, ça vaut des compliments pour moi. Mais pour le reste, c'est vrai que je suis surpris. Très bien, donc tu restes quand même sur compliment malgré certains choix un petit peu troublants. Alex ? Oui, moi aussi je pars sur compliment. Comme Jean-Mi, peut-être qu'à la place de Palmer en troisième tour, j'aurais certainement pris peut-être un petit speedster de North Texas par exemple. Mais sinon, par exemple, voilà. Mais sinon, non, je suis sur des compliments, ne serait-ce que, comme l'a dit Jean-Mi, les deux premiers choix. Ouais, du coup, alors j'ai Victor qui a mis encouragement. Je vais quand même vous suivre sur des compliments, ne serait-ce qu'en effet de par le fait que tes deux premiers choix sont des titulaires. Josh Palmer, j'aime beaucoup, même si en effet c'est sur la question du profil que ça interroge un petit peu plus. Mais en tout cas, ça bonifie, je trouve, une free agency qui était assez cohérente de la part de LA.
Là, en l'occurrence, je suis pas aussi critique que, en tout cas, aussi sceptique que Jean-Mi sur Chris Rumph, même si je sais qu'il y a une base assez importante, même si en tout cas il y a une base de travail qui va devoir être importante pour vraiment espérer donner le plein potentiel sur le poste de edge rush. Mais je vous accompagne là-dessus et je pars sur des compliments, ce qui nous donne, si je ne me trompe pas. Tac. Du coup, on avait quoi? Pour les Broncos, on a dit compliments, c'est ça, hein? Ou encouragement? Encouragement donc pour Broncos et Raiders et compliments pour Chargers et Chiefs, si je ne me trompe pas. Voilà en tout cas ce qu'on pouvait dire sur cette conférence américaine. Merci en tout cas messieurs d'avoir été en ma compagnie. Cette émission qui vous a été présentée par Wilson, le fournisseur des ballons officiels de la NFL, une gamme de ballons que vous retrouvez notamment sur decathlon.fr. On se retrouve dans quelques jours à peine pour s'intéresser notamment à la conférence nationale. D'ici là, restez bien connectés sur les antennes de Touchdown Actu. Merci encore messieurs, salut à tous, ciao. Allez, ciao tout le monde. Au revoir. Analyse, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Rocas Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.